Miss Reed, BBG, GCM, and we doing this. Boss. Okay, FA. I'm just trying to get my money up. My funds up and my guns up. J'arrive à mettre un petit peu de... Il existe sans doute 1000 manières de distinguer la pêche de la chasse. Platon, qui pensait que la méthode dichotomique permettrait la restitution de la morphologie de la réalité jusque dans ses lignes les plus ténues, les opposait en conséquence point par point. De manière générale, et pour prendre un cadre de pensée plus proche de nous, la philosophie politique classique, ainsi Montesquieu, assimilait le pêcheur au cueilleur pour en faire un stade antérieur et par là inférieur du chasseur. Ce faisant, notre culture a peu ou prou lié le poisson au monde végétal. Il est de ce qu'on ramasse, au même titre que les champignons et les baies. Le poisson n'est devenu tout à fait animal que dans un passé récent. Ne peut-on pas encore envisager les poissons comme capables de souffrance sous la violence d'un ferrage ou la morsure du fer crochu? Le poisson est-il vraiment, pleinement un animal pour nous? Voilà l'affaire. Le pêcheur est perçu ainsi qu'un cueilleur. Par l'effet d'une anthropologie pré-lévi-straussienne dont la naïveté humecte encore nos discours, dans nos sociétés le pêcheur serait moins qu'un chasseur. Plus exactement, un chasseur pourrait être pêcheur, mais l'inverse ne serait pas nécessairement vrai, comme on dit que le plus peut le moins. D'ailleurs, la célèbre gaule du pêcheur est un terme agraire qui désigne le long bâton avec lequel on vient faire tomber les fruits d'un arbre. La canne à pêche n'est ni un objet magique, ni une arme. C'est un simple objet technique, rustique et rudimentaire, servant à glaner ce que la nature a produit. Un singe aurait pu faire cela. Oh, regarde là-bas, ça chasse bien là-bas. Ah oui, c'est plus net Tiens, là-bas. là-bas, ça chasse très bien. Ça saute et tout. Vas-y, n'aie pas peur pour nous. On s'accrochera. Il est vrai que la pêche nourrit un certain nombre de différences notables avec la chasse, mais il est de toute façon une erreur de situer ces différences sur un axe vertical. De plus, parfois ces différences s'estompent dans un clair-obscur où la pêche devient elle-même synégétique. C'est ce tir inclus qui se joue des catégories de pensée, qui les inquiètent, qui appèrent pour le mieux dans la pêche du thon sur chasse. Quand l'halieutisme se déforme jusqu'à un genre de traque, la pêche accède à un genre de violence. Ils sont derrière nous. On est dedans, ça part. D'aucuns diront qu'il faut tout de même là beaucoup de patience. On attend, c'est vrai, beaucoup quand on pêche le thon sur chasse. Mais la patience est une notion étrange, inventée semble-t-il par les non-pêcheurs pour désigner ceux dont l'activité est imperceptible. On n'est pas patient à la pêche. Le français déroge ici à sa réputation de richesse. Il ne connaît qu'un mot pour dire l'attente, là où l'anglais et l'allemand font une distinction claire entre to wait et to expect, par exemple. Richesse n'est donc pas précision, et le patient est donc toujours en français celui qui attend que son action se produise ou qu'une action se produise sur lui. Et voilà, dans la pêche, l'attente est précisément ce que l'on fait. En cela, c'est bien une attente. Elle produit un certain effet sur celui qui patiente. Mais elle n'est pas l'attente d'une action engagée, elle est l'action en train de se faire. L'attente dans la pêche du thon sur chasse est pareille à l'attention d'un arc bandé, où c'est le mouvement qui est un repos, et le repos l'insoutenable effort qu'il faut exténuer. Ah, regarde, ça commence là. Attention, on repart Oh là là, gentiment. c'est énorme là-bas. Regarde. Et il y en a deux chasses, il y a une deuxième chasse là-bas. Oh, c'est beau!
Ah, une carte rouge à la Là-bas, force. à gauche. Le pêcheur de thon hauleur est un pêcheur sur chasse, un chasseur-pêcheur. Voilà notre clair-obscur. Pour pêcher dans les chasses, il doit traquer la chasse. Ce pêcheur de thon ne pêche en effet pas n'importe quel thon. Il chasse le thon en chasse, comme on dit des hommes qu'ils se livrent parfois à une chasse à l'homme, ou plutôt du sophiste qu'il est l'homme qui chasse cet animal apprivoisé qui est encore l'homme. Voilà la grande affaire cette fois. Le pêcheur de thon sur chasse n'est pas un simple cueilleur. Son geste semble aussi martial que celui du chasseur. En pêchant le thon qui chasse, le pêcheur devient un chasseur qui chasse un autre chasseur. Platon avait raison. La chasse a à voir avec l'appropriation. Et la pêche sur chasse serait même totalement un acte de guerre si la guerre n'était pas ce qu'elle est, un absolu. Ça monte. Ça monte que dalle. Le rush du roux. Il est beau le combat. Je vais vendre tout ma carabine. Ça tape la même fin, les deux. Tiens, on en tape deux. Et il y en a un qui se décroche et lui, il n'a pas décroché. Ouais, moi, j'ai pas mis tout le bateau, il a décroché. On ne peut au-dessus du chasseur placer le guerrier pour justifier une hiérarchie. Ici, la comparaison s'épuiserait dans des distances infinies. La guerre n'est donc pas l'élément pouvant faire vecteur de la différence entre la chasse et la pêche. Et si finalement le repos, l'attente du pêcheur dont nous parlions plus haut n'était alors ni attente ni repos, mais pensée sauvage, pensée d'une autre attente et d'un autre repos, celle et celui du thon lui-même. Le pêcheur se faisant tonidé en épouse l'existence, le reconnaît enfin l'animalité et l'y rejoint.